Et autre date anniversaire, le 10 mai, 20 ans de la loi Taubira et journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Emmanuel Macron a présidé une cérémonie au jardin du Luxembourg à Paris, comme chaque année désormais. 20 ans donc de la loi Christiane Taubira. On va en parler avec nos invités. Myriam Cotias, bienvenue à vous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, coordinatrice du programme de recherche de l'Agence nationale sur les réparations, les compensations et les indemnités au titre de l'esclavage. Vous avez rendu un rapport tout récemment, on va en parler. Avec nous en direct de Lausanne, Amani Batsili, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice du projet Safiro. La démarche vise à créer des liens sociaux plus forts entre les communautés afrodescendantes de Suisse. Et puis avec nous également Pascal Bourgault du service culture que l'on connaît bien sur ce plateau. Bonsoir Pascal, vous nous direz-vous comment cette histoire douloureuse se retrouve dans les musées. On verra avec vous comment ça se passe. Tiens, d'abord, vous étiez aux commémorations, Myriam Cotias, on va voir ce que vous en avez pensé. Mais il y en a une qui n'est vraiment pas contente, c'est Christiane Taubira. Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé aujourd'hui, il n'a pas pris la parole. Écoutez. Concernant le silence du président de la République, alors, un silence peut être solennel. Ceci étant, il est quand même édifiant de constater que le président de la République n'a rien trouvé à dire sur plus de deux siècles de l'histoire de la France, alors qu'il y a 5 jours, il faisait des gammes sur Napoléon Bonaparte. Myriam Cotias, vous signez ce que dit J'adhère absolument aux propos. En effet, je trouve qu'il est regrettable, et c'est un euphémisme de dire que le président n'a pas réussi à s'exprimer sur cette histoire et sur un bilan qu'il aurait pu faire sur 20 ans de la loi Taubira. Ce n'est pas rien, il s'est passé beaucoup de choses et que l'on peut contextualiser tant au niveau de la recherche, de l'enseignement que... Mais s'il ne parle pas, c'est peut-être aussi qu'on est dans une époque très sensible sur des sujets très vifs et qu'il y a des élections qui approchent. C'est peut-être cette lecture qui l'a amené à se taire? Alors dans ce cas-là, on peut dire qu'il a fait un choix très clair puisqu'il a parlé de façon très détaillée de Napoléon en faisant de l'esclavage un codicile à son discours. Donc là, oui, le choix est clair. En effet. Amani Batsili, est-ce que c'est pas au fond le piège finalement de ces dates aussi qu'on instaure pour les commémorations? C'est-à-dire qu'on on est chef d'État, chef de gouvernement, on dépose une gerbe de fleurs et puis on s'en va. Parfois on le voit aujourd'hui sans dire un mot. C'est pas aussi la limite peut-être de ces dates? Je pense qu'effectivement, parfois la question de la commémoration peut être un petit peu un cheval de Troie en termes des progressions et de l'impact réel et concret de cette historique. Et je pense qu'il est important, en fait, pour les pouvoirs politiques, qu'elles soient en France, mais également en Suisse, de mieux comprendre et de manière plus systémique quel est l'impact très concret, en fait, de cette histoire et qui s'exprime, en fait, sous forme de discrimination raciale dans nos pays et sous forme aussi d'exploitation et d'inégalité économique entre les anciennes colonies et les pays qui les ont colonisées. Juste puisque vous êtes en Suisse, quelle est l'ampleur du poids de l'esclavage vis-à-vis de la Suisse? Est-ce que c'est un sujet dont il est question? Est-ce qu'on l'enseigne? Je pense que beaucoup de Suisses ne sont pas forcément très concernés par cette question. Oui, on l'enseigne. Après, je pense qu'il y a très peu de conscience sur l'implication économique et le rôle que la Suisse a joué au niveau économique. Et du coup, l'historique que cela affecte aujourd'hui, en fait, parce que les relations d'exploitation économique entre la Suisse et les anciennes colonies sont toujours là. Et je pense qu'une grande partie aussi des réalités migratoires découle en fait très directement de ça. Alors restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Abolition de l'esclavage 1848, il y a donc cette date, c'est pas la seule. 27 avril à Mayotte, 22 mai en Martinique, 27 mai en Guadeloupe, 10 juin en Guyane, 20 décembre à La Réunion, 27 avril à Mayotte, la boucle est bouclée. Est-ce qu'il ne faudrait pas une date nationale unique? 10 décembre à La Réunion. 10 décembre à La Réunion, on va y aller dans un instant d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas une date unique? La loi Taubira apprenait, enfin le comité national a édicté le 10 mai justement pour en faire une date nationale qui rassemble la nation tout en admettant des dates locales, et ça se comprend. Il y a des événements différents, des événements historiques différents. Alors La Réunion, justement, on y part, des voix s'élèvent pour une reconnaissance nationale, comme vous le disiez, d'histoire globale de la traite dans les colonies françaises. C'est un reportage d'Anna Bélissens et Renaud Roux. Mafate, le cœur de l'île.
Les esclaves marrons qui ont fui les plantations sont ses premiers habitants. Un cirque chargé d'histoire, cher au cœur de ce guide accompagnateur en montagne. C'est vraiment le marron par excellence, celui qui ne veut pas être enchaîné. Quand je vois Mafat, c'est vraiment, ça exprime pour moi la liberté. Cette montagne qui incarne ce marronnage, ça a été un combat depuis mi-18e siècle jusqu'à un peu avant l'abolition de l'esclavage. À l'époque, la richesse des grands propriétaires terriens s'est construite grâce à leurs centaines d'esclaves. Leur mémoire est célébrée sur l'île tous les 20 décembre. Un jour férié instauré par François Mitterrand. C'est depuis 1981 que les choses ont changé, qu'on parle un peu plus d'esclavage, qu'on peut parler sans avoir honte qu'on est descendant d'esclaves. On est fiers surtout de ce métissage-là qu'on met en avant un petit peu à toutes les sauces. Donc je vois une évolution, une bonne évolution. Mais néanmoins, je pense qu'on ne parle pas autant que ça à l'école, comme je voudrais en tout cas. L'enseignement, Aurélie Ramassamy s'y prépare justement. Future professeure des écoles et descendante d'esclaves comme de nombreux Réunionnais, elle rend régulièrement visite à ce petit garçon taillé dans la roche basaltique. Mario incarne l'enfant marron dans la mémoire collective. Selon la légende, il serait parvenu à échapper aux chasseurs de noirs grâce à la petite vierge qu'il tenait dans sa main. L'histoire de Mario peut être une belle histoire à mettre dans les manuels scolaires afin que les élèves puissent s'identifier, aussi bien les petits Réunionnais que les métropolitains. Cela fait 20 ans que l'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité en France, 20 ans que la loi Christiane Taubira impose d'enseigner cette histoire à tous les niveaux. Et pourtant... Dans les programmes scolaires aujourd'hui, ce qui a été fait concerne la traite atlantique, concerne l'esclavage aux Antilles. L'océan Indien est vraiment le grand absent au niveau du système éducatif, au niveau de l'enseignement. Il y a là quelque chose à réparer. L'esclavage, une histoire plurielle, une mémoire plurielle. Toujours en quête de reconnaissance et d'unité nationale. Voilà, Myriam Cothias, là on voit la Réunion, on voit la spécificité de la Réunion. À travers ce reportage, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre regard sur le bilan de la loi Taubira ? Il est multiple, mais il est extrêmement riche, ce bilan, parce que c'est une loi qui a pris de l'importance au fur et à mesure que les années passaient. En termes éducatifs, c'est-à-dire dans l'enseignement des écoles, c'est maintenant inscrit dans les programmes scolaires avec des choses qui ne vont pas très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité exactement dans l'enseignement, dans les filières générales et professionnelles, dans les lycées professionnels, on étudie plus précisément l'histoire alors qu'on ça veut dire qu'on considère que, par exemple, les élèves entre guillemets issus de l'immigration sont plus concernés que ceux qui... Malheureusement, c'est ce que l'on peut penser quand on fait l'interprétation des textes, et ça, c'est malheureux. Je pense qu'il faut qu'il y ait une véritable égalité sur l'apprentissage de cette histoire, parce que le gros enjeu de la loi Taubira, c'était précisément d'intégrer l'histoire de l'esclavage et de l'histoire de la traite dans l'histoire de France. Dans l'histoire de France, et vraiment d'en faire un élément qui n'était pas annexe à l'histoire de France, mais qui organisait même les mécanismes économiques, philosophiques, réfléchir sur la liberté, c'était à partir de l'esclavage qu'on le faisait. Et en Grande-Bretagne, comment ça se passe ? Je vous pose la question à Mani Batili, parce que je sais que vous êtes rendu en Angleterre notamment, et que vous aimez comparer ce qui se passe dans les pays francophones en la matière et dans les pays anglo-saxons. Que pouvez-vous nous en dire ? En fait, dans toute l'Europe, pour être précise, je pense que ce qui est intéressant quand on parle de commémoration et de comment enseigner la question de l'esclavage, c'est pourquoi l'enseigner. Et la raison, c'est qu'il y a un impact encore très clair de cet héritage. Et à mon avis, la manière dont cela se matérialise, il y a la question en fait des relations entre les ex-colonies et puis les pays occidentaux, mais il y a également la question en fait de tous les stigmas et les stéréotypes qui se sont forgés à travers cette historique et qui affectent encore les populations des anciennes colonies. Dans notre cas, avec Safro, on œuvre pour améliorer la condition de la communauté afrodescendante en Suisse. Et en fait, ces stigmas se matérialisent de manière très claire au niveau statistique. C'est-à-dire que, par exemple, en Suisse, vous avez 30% moins de chances de trouver un emploi que quelqu'un qui a la même formation que vous si vous êtes noir. En Angleterre, vous avez plus de chances de mourir du Covid si vous êtes noir. Et donc, nous, c'est vraiment sur ça qu'on travaille. C'est afin de trouver plus d'informations et de comprendre bien
plus clairement, en fait, au niveau statistique, comment cette inégalité s'exprime dans les couches sociales. Et je pense qu'une grosse partie du débat devrait être recentrée sur la question de la responsabilité plutôt que la culpabilité ou l'expérience individuelle, c'est-à-dire qu'il est très important que l'on constate s'il y a une inégalité au sein d'un pays, par exemple, entre une communauté et une autre, il faut remédier à ça. Et je pense qu'il faut ces solutions qui sont plus pragmatiques, et c'est dans là, en fait, que s'ancre une meilleure commémoration, une meilleure éducation sur ces questions-là. Ouais. Alors, on a vu des statues déboulonnées, des statues de la discorde aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Belgique. On sait que c'est un sujet sensible. Myriam Cothias, il y a donc les statues, il y a donc aussi les musées, Oui, cher Pascal, les musées qui abordent aussi cette question douloureuse de l'esclavage. Oui, mais alors avec des grandes différences aussi, puisque aux États-Unis, il y a 150 musées qui parlent de l'esclavage, au Royaume-Uni, une demi-douzaine, en France, il y a quelques salles d'exposition et quelques expositions, mais il n'y a qu'une institution, vous la connaissez, c'est celle de Nantes, le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Alors, c'est pas un hasard, Nantes, c'était le premier port négrier, il y a une architecture dans la ville, on le voit sur les maisons des commerçants, il y avait des sculptures, des représentations de ces esclaves. Nantes, c'est quand même 1800 navires avec 1,5 million d'esclaves qui sont passés par là entre l'Afrique et l'Amérique. Alors Nantes, en 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. Ils oublient, ils enterrent ce passé. Ils n'en reparlent plus jusqu'en 1980 où des associations commencent à faire un travail de mémoire, mais il faut attendre 2012 pour l'inauguration de ce mémorial. Alors je vous propose d'écouter Bernard Michon qui nous explique le concept de ce mémorial. Regardez. Puisque Colbert disait que les Noirs n'étaient pas des êtres humains, et l'Assemblée nationale, en cautionnant sa présence en tant que statut... Non, il y a un petit souci, c'est les on va en parler aléas juste après. Bah, peut-être... je vous explique. Donc voilà, c'est un mémorial qui est construit le long de la Loire. Alors la question, c'est à quand un grand musée de l'esclavage en France? Toutes les associations le réclament. Il y a eu des effets d'annonce. Il y a un mémorial en Guadeloupe, me dit-on, pour être très honnête dans l'oreillette. Je ne sais pas si vous confirmez, mais bon, ça reste tout de même à l'échelle de la France très peu. Oui, non, très peu. Et puis, aucune grande exposition sur l'esclavage en France. Aucune. C'est ce qui est quand même incroyable. Et pourquoi ? La France a une réticence et a une difficulté réellement à penser l'histoire de l'esclavage et à l'admettre. Mais à l'admettre en tant que partie des droits de l'homme ou à l'admettre, par exemple, parce que ça ouvrirait droit à des réparations, à des... Écoutez, non, parce que je crois que la question, elle est vraiment beaucoup plus ancienne. C'est-à-dire que quand vous prenez les textes d'histoire de la Troisième République, on ne parle pas d'esclavage, on ne parle pas de traite. C'est plutôt l'idée que la République, elle construit un point zéro à partir duquel tout le monde doit se penser. La République, elle construit l'égalité, mais l'égalité entre citoyens. Mais ça a un corollaire, l'égalité. Et l'instauration de la République, c'est l'oubli du passé, l'oubli de l'histoire, a fortiori quand on est dans un pays qui se pense dans un périmètre continental et en plus qui a une définition implicite raciale qui est la définition d'être blanc, c'est-à-dire un Français. Qu'est-ce que c'est ? C'est être blanc. Et c'est resté dans les imaginaires. Et on peut bien penser que tout le débat qu'il y a eu autour de Napoléon ces dernières semaines, la question principale, c'était ça. C'est-à-dire que si on critiquait Napoléon, on n'était pas un bon Français. On va juste peut-être écouter, parce qu'on l'a retrouvé, pardon de vous couper, le petit témoignage que vous aviez. Pascal, on l'écoute, allez. Eh bien, finalement, on l'a toujours pas. Finalement, c'est pas grave. Allez, cette affaire, cet homme qu'on a vu, c'est un procès aujourd'hui, en ce 10 mai, journée de commémoration. Il s'appelle Franco Lolia. Que s'est-il passé? Il est question de la statue de Colbert, Pascal. Oui, eh bien, ce militant reconnaît avoir tagué la statue de Colbert qui se situe devant l'Assemblée nationale. Il a peinturluré avec la peinture rouge et puis il a écrit « Négrophobie d'État ». Il assume, hein. Et il assume totalement, Petit rappel, Colbert, c'est un ministre de Louis XIV et c'est lui qui est à l'initiative du Code noir, le fameux Code noir, qui en 1685 légifère l'esclavage dans les colonies françaises. Alors, ce militant, c'est un militant anti-négrophobie, il encourt quand même 3 750 € d'amende et peut-être une peine de travaux. On l'écoute, il était au palais de justice ce matin à Paris.
puisque Colbert disait que les Noirs n'étaient pas des êtres humains, et l'Assemblée nationale, en cautionnant sa présence en tant que statut aujourd'hui, et donc l'État français, est en train de nous dire tout bas que nous ne sommes pas des êtres humains, et c'est cette question que nous voulons régler avec le procès. Et donc si la France parle réellement d'égalité, on va la mettre au pied du mur, et la justice, on va lui demander de se prononcer quant à cette égalité. Voilà, pour rappel, cette statue, elle est devant l'Assemblée nationale. C'est ce qui aussi accentue le symbole. Amani Bathily, vous êtes à Lausanne, en Suisse, sur TV5 Monde et en direct. Une réaction à cette affaire, est-ce que vous en aviez entendu parler? Et est-ce que vous trouvez que cet homme, au fond, il a raison d'assumer son acte? Je pense qu'en fait, la question des statuts et des personnes que l'on reconnaît en fait dans la place publique touche quelque chose identitairement de très profond pour beaucoup de personnes de la communauté afrodescendante. Et la raison étant aussi que je pense qu'à travers l'appropriation en fait d'une énorme partie du monde par l'Occident, ce qui maintenant fait partie aussi de l'ADN de ces pays, notamment la France, mais l'Angleterre, etc., c'est la multiculturalité et c'est la diversité, également la diversité raciale. Et je pense que c'est extrêmement important pour ces pays de reconnaître ça, car je pense que comme on a une communauté ch'ti ou une communauté valaisanne en Suisse, on a des communautés afro-suisses, on a des communautés afro-françaises, et celles-ci ont développé leur identité, leur culture dans ces mêmes pays. Et je pense qu'il est très important pour ces pays de les reconnaître et de reconnaître leur apport qui est positif, qui est intellectuel, qui est culturel, qui est économique et linguistique d'ailleurs, et de les reconnaître effectivement en tant qu'entité. Et je pense que effectivement de garder ces statuts, c'est toujours, ça touche à cette identité en fait, ça la remet en question. Oui, sauf que certains Français, certaines Françaises qui nous regardent, et pas seulement, peut-être suisses ou d'autres, se disent jusqu'où on va. Est-ce que les noms de rues, par exemple, on leur donne des numéros, rue 1, rue 2, rue 3, rue 4? Est-ce qu'on déboulonne toutes les statues? Parce que finalement, il n'y en a aucune, y compris d'ailleurs d'autres héros qui sont des héros pour l'Afrique, comme Thomas Sankara, comme d'autres. On pourrait plus rien nommer, plus rien... Non, ça, je pense que c'est une peur. Voilà, c'est une peur simplement pour éviter de réfléchir sur la question. On parle de François Mitterrand aujourd'hui, on pourrait dire son passé à Vichy, on enlève Bibliothèque François Mitterrand. Mais bien sûr, mais c'est un débat qui est très intéressant parce que justement, il faut parler des personnages importants dans toute leur complexité. Et pour mais pas les effacer de l'espace public. Non, enfin moi c'est pas ma position. Ouais. Non, je pense qu'il faut pas les effacer de l'espace public, mais qu'il faut expliquer. Il faut vraiment faire de la pédagogie. L'idée, c'est de faire comprendre en fait tous ces mécanismes, de faire admettre cette histoire. Et moi, une de mes propositions, c'était de mettre une statue de Toussaint Louverture juste à côté de celle de Colbert. Ouais. Voilà, donc on aurait comme ça une sorte de balance. Vous me tendez la perche. D'égalité. Quelle belle image. Haïti demande des réparations, même pas des réparations, un remboursement de cette dette qu'elle a dû payer pour son indépendance. Ouais. Vous citez Toussaint Louverture. Est-ce que vous pensez que la France doit aller vers cette direction-là? Toussaint Louverture qui était devenu français, puisqu'il avait été affranchi avant la Révolution. Donc ça a été un slogan. Alors si on prend le cas d'Haïti, parce que en particulier parce que les questions sont différentes certainement selon les pays, Haïti a été endetté durablement à cause de la dette de l'indépendance, et que beaucoup de problèmes économiques ont été mis en place, se sont installés à ce moment-là. Donc, considérer des politiques publiques particulières envers Haïti, bien ciblées, parce qu'il y a une organisation du pouvoir problématique en Haïti, mais je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Myriam Cottias. Merci à vous, Amani Bathily, d'avoir été avec nous en direct de Lausanne.